Bonjour à tous, bienvenue à ce Meet and Share de mai. Excusez-nous pour les petites minutes de retard dues à des problèmes techniques, mais ça y est, nous sommes là et nous sommes ravis de vous accueillir pour ce Meet and Share avec notre interlocutrice qui est Séverine Carillon, qui nous parlera de la prévention et de la recherche participative, un dialogue entre VIH et prévention des cancers. On va attendre que tout le monde se connecte et on va commencer dans quelques instants. Donc, vous pouvez tout au long de la présentation nous laisser des questions dans le Q&R. On ne pourra pas lire les deux, conversation et Q&R, donc je vous propose de mettre toutes vos questions dans le Q&R, comme ça on pourra y répondre pendant la présentation. Et puis on ne va pas tarder à commencer. Donc on commencera comme à l'habitude avec la présentation de concepts très rapide pour ceux qui ne connaissent pas encore le réseau. Et puis on aura une présentation de Séverine Carillon et après vous aurez une bonne quinzaine, vingtaine de minutes pour poser toutes vos questions à Séverine en direct euh, juste après sa présentation. Je vais partager mon écran pour vous présenter la présentation de concept. On commence à arriver. Est-ce que vous voyez mon écran, mon grand écran? Anne-Fleur, tu vois mon écran? Oui, je vois bien tout Ouais, l'écran. parfait. Eh bien, merci encore à tous d'être là aujourd'hui pour ce Meet and Share Concept de mai. Donc, pour vous présenter très rapidement Concept, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous connaissent déjà. Donc, Concept, c'est un réseau de recherche en prévention primaire des cancers. Et son but, c'est de comprendre et d'agir en prévention primaire des cancers de manière transdisciplinaire et participative. Réseau qui est composé de 7 partenaires scientifiques et d'un partenaire de terrain, qui est acteur de terrain. Donc, nous avons le HESP pour le marketing social à Rennes, la nutrition et l'épidémiologie représentée par le CREF et Rennes, Gustave Roussy, que nous aurons le plaisir d'avoir au prochain Meet and Share, qui travaille sur les biomarqueurs, l'économie de la santé, la détection précoce des cancers. Nous avons aussi le CIRC ou l'IARC en anglais pour l'épidémiologie des cancers à Lyon. Notre acteur de terrain, c'est l'ancienne IREPS et nouvellement Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes. Le CERPOP à Toulouse qui travaille sur les inégalités sociales de santé et la recherche participative. Et le Centre Léon Bérard qui coordonne ce réseau avec Béatrice Fervers, la coordinatrice de ce réseau, sur l'épidémiologie, la nutrition, l'environnement, la recherche interventionnelle, la recherche participative et bien sûr aussi les HCL avec Reshape pour tout ce qui est psychologie de la santé. Et donc ce réseau est financé par l'INCa depuis février 2022. Donc, nos objectifs au sein de Concept, c'est de répondre aux enjeux de la prévention des cancers en traduisant les connaissances dans ce qu'on sait en actions concrètes de prévention pour être le plus efficace possible. Et pour ce faire, on se base sur des approches innovantes, mais qui sont fondées sur la transdisciplinarité, l'expertise de terrain et les savoirs des différentes parties prenantes. On essaye de créer des synergies pour surmonter les fragmentations de la prévention, notamment entre primaire, secondaire et tertiaire, et de comprendre comment est-ce qu'on peut intégrer les différentes interactions entre nutrition, comportement, environnement dans ces interventions de prévention. Très rapidement sur la recherche participative, parce que c'est un des thèmes d'aujourd'hui, nous avons 3 axes majeurs au sein de Concept. Donc tout d'abord, un groupe de citoyens, Coprica, qui peut être sollicité pour les différents projets de recherche. Nous avons le groupe GEM mixte qui contient des citoyens et des patients de ce groupe de citoyens, Coprica, et des chercheurs, et qui travaillent sur les méthodes de recherche participative au sein de Concept. Et nous avons aussi des projets qui font de la recherche participative au sein de leur propre projet. Et voilà, Concept, pour un dernier mot, pour vous dire que c'est plus que la somme de projets, c'est l'accueil de jeunes chercheurs, du réseau, des projets de recherche, mais aussi des groupes de travail sur des thématiques spécifiques. Et comme aujourd'hui, tous les mois, les troisièmes jeudis de chaque mois, les Meet and Share. Et je vais arrêter le partage et donner maintenant la parole à Séverine Carillon. Est-ce que si tu nous entends, Séverine, tu peux mettre ta vidéo et partager ton écran? Bonjour à Et toutes et tous.
je partage. Donc, Séverine, qui nous vient de la chaire d'Hémocan et de CESTIM pour Sciences économiques et sociales de la santé et traitement de l'information médicale de l'Université Aix-Marseille. Nous sommes ravis de t'accueillir, Séverine, qui travaille normalement plutôt sur des sujets différents de la prévention primaire des cancers et qui nous a fait la gentillesse d'essayer d'appliquer ses méthodologies et son travail à la prévention des cancers. Alors, Donc, est-ce que tu j'essaye arrives de à voir partager? on y est arrivé il y a 2 minutes, donc je vois pas pourquoi ça marcherait plus maintenant. Zut. Et donc, j'en profite pour dire que cette réunion Meet and Share est enregistrée, hein, donc vous aurez bien évidemment le replay qui vous sera envoyé, que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de Concept avec tous les autres Meet and Share. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le Q&R tout au long, on y répondra à la fin. Bon, Et je remercie dès à présent les participants. Je vois qu'il y a beaucoup de patients, de citoyens du réseau Concept qui sont là, des chercheurs aussi, des collègues et d'autres personnes de différentes institutions. Donc, merci à tous d'être là. Et on ne va pas tarder à commencer dès que Séverine a réussi à partager son écran. Alors, je suis désolée, je n'y arrive Pas de pas. souci, on va y arriver. Alors, donc là, j'ai plus la fonction partagée. Je ne sais pas pourquoi. Ah si, ça y est. Présentatrice, normalement, tu as toutes les fonctions. Ouais. Non, mais le seul problème, c'est qu'il ne me propose pas de vous partager la bonne fenêtre. Voilà, je refais. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Et j'en profite du coup pour vous dire que la fois prochaine, le Meet and Share donc, du mois de juin, il sera exceptionnellement en fin de journée à 17h parce que ce sera Suzette Delaloge qui présentera, et elle a des patients pendant l'heure de midi, et elle nous présentera le projet Interception d'Institut Gustave Roussy. Et puis les mois suivants, on aura de nouveau des intervenants sur les changements de comportement. Ah, super. Et n'hésitez pas à nous partager vos idées de Meet and Share si vous en avez. On est preneurs hein, et on écoutera vos retours. Est-ce que tu peux mettre en grand écran? Là, on voit ton... Normalement, je suis en grand écran là. C'est pas ça que vous voyez? Ouais, non, on voit encore tes petites slides à côté. Tu es en mode présentateur. Ok, donc j'arrête 2 secondes le partage. Je me remets en mode plein écran. Non, ça va pas marcher. Ça a dû se tromper d'écran. N'hésitez pas à nous partager voilà, vos suggestions d'intervenants, de thématiques, de sujets. Et on en tiendra bien évidemment compte hein, pour les prochains Meet and Share de 2025 et de 2026. On est toujours preneur de vos retours dans un souci de partage et de remontée de terrain. On y est presque. Un peu de suspense, mais ça va arriver. Et là? Non, c'est toujours pareil, mais bon, sinon, c'est pas grave. Garde là, comme c'est ça. bon ou pas? On Non voit plus? toujours en tout cas. Ouais. Voilà, attendez. Je ne sais Et pas si comment. tu mets. Oui, voilà, fais en plus petit. Voilà. Et si tu cliques sur diaporama à côté, là, sur Oui, c'est ça. ça que je fais. Là, vous n'avez pas un grand écran. Non, non, mais c'est pas grave. Et Perds quand je pas trop de défile, est-ce temps. que ça marche? Je défile pour voir. Euh, Non, ça passe pas là. On est toujours là 1. Ça marchait pourtant. Hein, ah, ça y est, ça défile. Là, ça défile, c'est ça? Oui, ça défile. Donc, en fait, il faut que je reste en non plein écran. Voilà. Je suis désolée. Bon, toutes mes excuses pour ces couacs techniques et merci beaucoup. Alors, d'abord pour l'invitation et puis merci Pauline pour assurer l'interlude excellemment en comblant les trous. Je suis ravie de pouvoir partager aujourd'hui avec vous une expérience de recherche, alors plutôt dans le domaine du VIH. Je suis Séverine Carillon, chercheuse contractuelle, anthropologue. Je travaille actuellement sur la chaire de recherche sur la démocratie en santé de Sandrine Montgolfier au laboratoire le CESTIM à Marseille.
Je suis co-investigatrice d'un projet de recherche interventionnelle et participative sur l'accès aux soins de support et à l'accompagnement des patients atteints d'un cancer anal. C'est un projet financé par l'INCa. Ça, c'est ce que je fais depuis 1 an et demi, puisque je travaille seulement depuis 18 mois dans le champ des cancers. Et je travaille précisément plutôt sur des questions de prise en charge et non pas dans le domaine de la prévention. Et en fait, donc vous comprenez que je suis nouvellement arrivée dans le champ des cancers puisque j'ai travaillé de plus de 10 ans dans le champ du VIH. En fait, mes travaux portent globalement sur l'accès aux soins et l'implémentation de traitements médicamenteux ou pas médicamenteux dans le contexte des inégalités sociales et dans le contexte donc, des maladies infectieuses, essentiellement le VIH, et donc plus récemment des cancers. Et en fait, l'ensemble de mes travaux combine vraiment des approches interdisciplinaires, intersectorielles et participatives. Et c'est précisément ce qui a fait l'objet de mon recrutement dans la chaire démocratie et santé, puisque l'idée, c'était de pouvoir, j'allais dire, capitaliser sur mon expérience dans le contexte du VIH en recherche participative et interventionnelle et d'ouvrir, donc pour moi en tout cas, un nouveau champ et d'essayer de pouvoir apporter les apports, les enseignements du VIH dans le domaine du cancer sur les recherches participatives et interventionnelles. Alors, je vous propose aujourd'hui de partager les défis de la recherche, enfin certains en tout cas défis de la recherche participative dans le domaine de la prévention en santé, et je vais m'appuyer pour ça sur un projet de recherche interventionnelle et participative sur la prévention de la santé sexuelle de personnes immigrées originaires d'Afrique subsaharienne qui vivent en situation de précarité. Donc, je m'appuie sur un projet qui est terminé à l'heure actuelle, qui s'est déroulé entre 2018 et 2021. Et l'idée, c'est qu'à partir de ce partage d'expériences, on puisse identifier les leçons à tirer. Et je voudrais discuter avec vous ensuite, si on a le temps et je l'espère, des passerelles possibles entre VIH et cancer à partir de l'expérience que je vous partagerai et bien sûr à partir de vos expériences en prévention des cancers, puisque vous l'aurez compris, moi je ne suis pas du tout spécialiste de la prévention des cancers. Voilà, donc je m'appuie là sur vraiment des recherches participantes dans le VIH. Alors, juste très rapidement, petite définition pour qu'on sache bien de quoi on parle quand on parle des recherches participatives. Vous savez qu'il y a une pluralité de termes pour les désigner, recherche communautaire, recherche partenariale, etc. Le point commun de l'ensemble de ces définitions, il y en a au moins 3. La production de connaissances scientifiques avec des personnes concernées, la prise en compte de la diversité des savoirs des personnes impliquées dans les recherches et une volonté de transformation sociale, donc avec l'idée vraiment de pouvoir avoir des objectifs à la fois opérationnels et théoriques. Le principe directeur des recherches participatives, c'est « rien ne se fera pour nous sans nous ». Et je propose ici, je me permets un bref détour historique sur l'histoire des recherches participatives, puisque vous le savez sans doute, la lutte contre le VIH a été précurseur de cette dynamique de recherche. Et pour la petite histoire, très rapidement, ça date de la fin des années 90, en décembre 1994, on a le sommet de Paris sur le VIH qui a réuni 42 gouvernements qui se sont engagés à soutenir une plus grande participation des personnes vivant avec le VIH à tous les niveaux de la réponse à l'épidémie. Dans les années 90-2000, il y a eu un renforcement de l'implication des personnes concernées dans le contexte du VIH dans des activités notamment de plaidoyer. Là, c'est ce qui a permis la réduction des prix des médicaments, réduction également de la stigmatisation et du respect des droits humains. Donc, on voit vraiment que la lutte contre le sida pose les jalons de la démocratie sanitaire qui implique que toute politique de santé publique soit l'objet d'une élaboration délibérative entre des scientifiques, des politiques et des citoyens. Alors ensuite, dans les années 90, on a eu la mise en place de recherches dites plutôt recherche-action dans le contexte du VIH, qui étaient des recherches souvent co-construites par des associations ou par des collectifs avec des chercheurs.
Et ce sont des recherches qui ont impliqué toute une génération de chercheurs et chercheuses en sciences sociales et humaines qui étaient parfois membres des communautés ou alliés et souvent des personnes en situation de précarité. Et enfin, les recherches, je vais très vite évidemment, mais les recherches participatives se sont développées dans le contexte du VIH, essentiellement à la fin des années 2000, avec un essor des recherches dites communautaires. Et depuis, elles n'ont cessé évidemment de se développer. Donc, on voit vraiment que le VIH est très précurseur. Et depuis, on a une littérature foisonnante sur les recherches participatives, évidemment pas du tout seulement dans le VIH. On a beaucoup de données qui nous montrent les bénéfices de ces approches dans le domaine de la santé, avec notamment la prise en compte des besoins des personnes concernées, la production de connaissances qui vont être plus utiles pour les populations concernées, mais aussi pour les politiques publiques, un renforcement de l'empowerment des personnes concernées, etc. On a aussi toute une littérature sur des outils et des méthodes qui se développent pour mener à bien ces recherches, avec énormément de littérature scientifique, mais aussi beaucoup de guides de mise en œuvre. Et pour autant, on a encore de nombreux défis de mise en œuvre pour des recherches participatives, compte tenu évidemment de leurs caractéristiques. On l'a dit tout à l'heure, évidemment, dès lors qu'on collabore avec une diversité d'acteurs, qu'on essaye d'articuler des savoirs et des luttes sociales, etc., évidemment, ça remet en cause pas mal les classiques de la recherche. Et donc, il y a encore beaucoup de défis de mise en œuvre et c'est là-dessus que je voudrais discuter avec vous aujourd'hui. À partir donc d'une recherche conduite sur la prévention en santé sexuelle. Petite donnée contextuelle pour bien comprendre d'où je parle et comment on a mis en place notre projet dont je vais vous parler. Donc là, on est dans les années 2010-2015. Et alors, vous le savez, les personnes originaires d'Afrique subsaharienne sont le deuxième groupe le plus touché par l'épidémie de VIH en France. Et l'étude Parcours a montré qu'entre 39 et 49% des immigrés d'Afrique subsaharienne vivant avec le VIH en France ont été infectés après leur arrivée en France. Et ce qui est intéressant, c'est que cette étude montre aussi que l'exposition au risque VIH augmente largement pour ces personnes dès lors qu'elles vivent dans des conditions de vie précaires et elles augmentent également lors de l'installation en France. Ces résultats vraiment extrêmement importants ont fait l'objet de restitutions auprès de différents acteurs, parmi lesquels des associatifs. Parcours n'était pas une recherche participative, mais à l'issue de ces résultats, il y a eu plusieurs types de restitutions qui ont été faites et il y a eu une vraie réappropriation de ces résultats par les associations qui se sont emparées des résultats. Et en fait, à partir de ces résultats de l'étude Parcours, il y a eu une réflexion partagée entre les chercheurs et les organisations communautaires. On a eu ensuite tout un travail d'identification d'intérêts communs et d'intérêts de chacun aussi à travailler ensemble. Et finalement, on a décidé d'essayer de co-construire ensemble une recherche participative en définissant des objectifs communs. Cette recherche participative, elle s'appelle donc, c'est le projet MACASI pour mobilisation des Afro-Caribéens pour l'appui à la santé et l'installation. Il s'agit d'une recherche interventionnelle qui vise à réduire l'exposition au VIH des immigrés d'Afrique subsaharienne qui vivent en situation de précarité en renforçant leur empowerment en santé sexuelle. On a mis en place une intervention et un volet de recherche avec des méthodes mixtes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, évidemment, de la méthode, etc. Ce n'est pas l'objet de cette présentation. L'intérêt ici se porte sur les différentes parties prenantes qui se sont engagées dans ce projet de recherche. On a d'une part des associatifs, avec une association qui s'appelle Afrique Avenir, qui est une association plutôt qui travaille en aller vers, qui est une association communautaire et qui va proposer de la prévention en santé sexuelle aux populations africaines. C'est une équipe qui est composée de personnes originaires d'Afrique subsaharienne et qui assure la représentation de la population cible au sein de l'équipe du projet MACASI. Deuxième association qui nous accompagne, c'est l'association ARCAT. C'est une association qui accompagne des personnes vivant avec le VIH ou avec une pathologie chronique
au niveau des difficultés sociales, juridiques et de santé. Et enfin, la représentation de la population cible dans notre étude Makassi, elle est complétée par la participation ponctuelle d'un groupe de pairs bénéficiaires de l'association ARCAT. J'y reviendrai après. Ensuite, on a 3 équipes de recherche qui interviennent différemment, mais l'équipe CEPED est l'équipe porteuse de ce projet, de laquelle je faisais partie. Donc, vous voyez bien qu'ici, on a différentes cultures professionnelles qui vont se rencontrer, différents collaborateurs, et l'intérêt de cette collaboration, c'est évidemment la complémentarité des expertises. Et vous voyez bien aussi, vous vous doutez bien en tout cas, qu'il y a des statuts évidemment très différents parmi l'ensemble des acteurs. L'information importante aussi, c'est que ce projet Makassi a bénéficié d'un cofinancement d'une part de l'ANRS pour la recherche, et l'intervention a été, elle, financée par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Et en fait, elle a donc, c'est l'intervention qui a été financée, mais c'est également les 2 partenaires associatifs qui ont été financés. Donc, il y a eu des personnes directement financées en tant que professionnels dans les associations pour conduire ce projet-là. Alors, juste rapidement, pardon, je suis allée très vite. Rapidement sur l'intervention, je vais pas rentrer dans le détail de cette intervention, mais ce que je voudrais mettre en avant ici, c'est l'idée qu'on a monté une intervention en aller vers, c'est-à-dire que nous avions une équipe mobile présente dans des lieux fréquentés par les Africains en Île-de-France, donc type sortie de RER, des gares. Et en fait, l'idée, c'était d'avoir un camion de dépistage du VIH et des hépatites C. Donc, ce camion de dépistage, c'est le travail quotidien de l'association Afrique Avenir. Et on a greffé sur leur travail et sur leur démarche d'aller vers un questionnaire pour identifier les personnes qui sont exposées au VIH. Et si les personnes étaient identifiées comme exposées au VIH, alors on déployait une intervention dans un autre camion sur le même lieu, avec un entretien d'empowerment pour écouter les besoins de la personne et la motiver et l'outiller pour un changement de comportement. L'idée était de pouvoir l'informer et l'outiller sur les risques sexuels, évidemment, mais surtout de pouvoir l'orienter vers les dispositifs et l'information adéquate. Je ne rentre pas plus dans l'intervention. Je vais directement passer aux défis que je voudrais mettre en avant ici. Les défis que nous avons rencontrés pour mettre en place cette recherche participative. Le premier défi, alors il y en a eu beaucoup, je ne vais pas tous vous les faire, mais le premier défi, ça a été la participation du groupe de pairs. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est d'abord définir qui sont ces groupes de pairs. La difficulté, ça a été pour nous de rassembler des personnes concernées par le sujet, mais le sujet est en double, c'est-à-dire que c'est à la fois le sujet de la prévention des risques sexuels, mais c'est aussi des personnes on s'adresse à des personnes qui sont en situation de précarité. Donc, l'enjeu, c'était aussi de pouvoir mobiliser des personnes qui connaissent les enjeux autour de la précarité, de l'installation en France et des risques auxquels ils sont exposés dès lors qu'ils sont dans une situation de précarité à leur installation en France. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu créer un groupe de pairs. Vous l'aurez compris, c'est un sous-groupe de l'association ARCAT, qui est un des partenaires du projet. Donc, on entend là vraiment pairs dans le sens des personnes qui ont partagé l'expérience de la précarité, qui sont des immigrés et qui potentiellement sont exposés à des risques, voire sont infectés par le VIH. Donc, on a essayé de créer ce groupe de pairs et on s'est vraiment heurté évidemment à la difficulté de fédérer, de rassembler des personnes. Et en plus, des personnes qui, a priori, sont juste exposées à un risque, ne sont pas malades. Donc, évidemment, ça pose la question de leur intérêt à la prévention des risques de santé sexuelle, etc. Ce qu'on a trouvé comme solution, c'était de mobiliser des personnes qui ont une expérience de la migration et de la précarité et qui sont soutenues par un des partenaires du projet. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, elles étaient soutenues par… donc, il y avait un partenaire, ce qui veut dire qu'on était en proximité directe
avec l'association Arcat, qui était membre à part entière du projet Makassi. Et en fait, l'idée, c'était que le soutien de ce groupe de pairs par l'association Arcat permettait un lien très fort avec ces personnes-là via Arcat et permettait d'avoir un cadre associatif qui favorise en fait la possibilité pour ces personnes de participer à un projet de recherche. Je veux dire par là qu'on n'est pas allé les chercher n'importe où et que c'est vraiment Arcat qui a fait le lien. Pour travailler avec eux, on a fait plusieurs réunions, souvent en soirée pour s'adapter à leurs contraintes d'emploi du temps. On les a conviés aussi à toutes les réunions de bilan annuel du projet Makassi. Et en fait, les réunions auxquelles ils ont participé sont essentiellement des réunions qui ont eu lieu au moment où on définissait l'intervention. Donc, c'était vraiment la première pierre à l'édifice. Et l'idée, c'était qu'ils nous aident vraiment à voir quelle intervention mettre en place, comment. Ils nous ont vraiment aidés sur à la fois la définition de l'intervention, mais aussi sur les enjeux. Ils nous ont vraiment éclairé sur les enjeux de l'arrivée en France, des conditions de précarité, des questions qui se posaient, des défis auxquels ils étaient confrontés à ce moment-là. Et du coup, leur participation, au-delà de la définition de l'intervention, s'est faite aussi sur, par exemple, plus tard, sur la formulation des questions dans les questionnaires de recherche. Et ça a vraiment été une plus-value pour nous. Donc, on a pu constituer finalement un comité consultatif qui testait, qui validait nos propositions et qui faisait évidemment force de proposition également. Alors, face à ce défi-là, et je pense que c'est un défi qui est très commun finalement aux recherches participatives dans le domaine de la prévention, qui plus est auprès des publics précaires. Et nous, ce qui nous a vraiment aidé, c'est de mobiliser des personnes en proximité. Et quand je parle de proximité, c'est une proximité avec les sujets, avec les publics ciblés et aussi avec les partenaires du projet, ce qui permet de créer la confiance. Ça a vraiment été un levier important pour mettre en place ce groupe de pairs. Autre défi par rapport à la participation des pairs, vous le connaissez aussi, j'imagine, toutes et tous, c'est celui de solliciter des bénévoles en situation de précarité pour participer à un projet. Faut-il le recruter? Comment les rémunérer, etc. Des questions que vous connaissez sans doute très bien. Donc, je vais passer très vite là-dessus. Nous, on a opté pour une indemnisation systématique de leur participation aux réunions. Et on a opté pour des tickets services, donc c'est des tickets d'achat, notamment de restauration, d'une valeur de 20 €. Et donc, systématiquement, ils étaient indemnisés comme ça. Et en fait, au fur et à mesure du projet, il y a eu une vraie volonté de certains pairs de s'investir plus dans l'association et plus dans le projet de recherche. Et donc, grâce à l'association Arcat, partenaire de ce projet, il y a eu un projet de professionnalisation de 2 personnes qui ont pu bénéficier d'une formation de médiateur en santé et ensuite qui ont été recrutés en tant que médiateurs par l'association Arcat. Et ça, évidemment, vous pensez bien que le fait qu'ils soient recrutés par l'association, évidemment, était là encore un levier d'implication dans le projet de recherche. Voilà, donc je passe assez vite là-dessus. Je pense que c'est vraiment des défis très communs. Autre défi auquel on a été confrontés, j'arrive pas à passer ma slide. Ça a été celui, assez commun aussi, de créer de l'horizontalité entre les différentes parties prenantes. Alors, quand je parle des parties prenantes, là, je parle des chercheurs et des 2 associations impliquées dans le projet. Donc, évidemment, le défi, c'est de pouvoir prendre en compte et articuler la diversité des logiques, la diversité des savoirs, mais aussi la diversité des contraintes des différentes parties prenantes pour qu'on puisse définir ensemble l'intervention, organiser le recueil des données et communiquer autour du projet. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai qu'on était parti sur l'idée de pouvoir travailler ensemble sur toutes les étapes du processus de recherche. Donc, face à ce défi, nous, ce qu'on a fait, ça a été d'instaurer des instances mixtes pour favoriser la prise de parole de chacun et partager le pouvoir décisionnel. Donc, on a mis en place, par exemple, des groupes de travail qui alliaient systématiquement les différentes parties prenantes. On a mis en place un comité de pilotage trimestriel. On a mis en place des réunions bimensuelles qui associaient les chercheurs et les intervenantes associatives qui étaient chargées du déploiement de l'intervention et de la collecte des données. On a mis en place des bilans annuels qui réunissaient toutes les équipes du projet. Et ces bilans annuels, ils ont toujours été conçus sur un modèle très participatif
On n'était pas sur des présentations scientifiques. Et ça a vraiment permis de souder aussi l'équipe. En tout cas, vous voyez une diversité d'instances, hein, évidemment. Troisième défi, la division des tâches. Alors là, c'est un défi sans doute plus spécifique qui me semble tout à fait intéressant et qui a été un gros défi pour nous. Je vous explique la situation. En fait, on avait une équipe de terrain, donc entendez par là les associatifs, qui incluait les participants dans l'étude et qui collectait les données en passant les questionnaires auprès de ces populations-là. Cette équipe de terrain, c'est une équipe, c'est des personnes afrodescendantes, noires, et on avait également donc une équipe de recherche, essentiellement des personnes blanches qui géraient la collecte de données et l'analyse des données. Donc, vous voyez bien dans ma façon un peu caricaturale de présenter les choses qu'on avait une division du travail qui était une division sociale et raciale du travail. Et donc, évidemment, cette question, ce constat qu'on a fait et qu'on a très mal anticipé pour le coup, mais dont qu'on a pu prendre en compte au fur et à mesure de la recherche, assez vite en fait, a évidemment fait l'objet d'un questionnement de l'équipe terrain sur la place qu'ils avaient dans le processus de recherche. Et évidemment, ça a créé pas mal de tensions au sein de l'équipe, cette division sociale et raciale du travail. Alors, on a eu la chance d'avoir des partenaires associatifs avec des gens très impliqués et qui ont osé mettre, j'allais dire, les deux pieds dans le plat. Et donc, on a décidé de créer de plus en plus d'espaces communs de dialogue et de réflexion. À titre indicatif, on a par exemple décidé d'impliquer plus les intervenants de terrain dans les réunions de recherche. Et on a mis en place ce qu'on a appelé des cafés empowerment. L'idée était de réunir chercheurs et associatifs autour de textes issus de la littérature scientifique ou de la littérature non scientifique. Et on a travaillé ensemble sur le concept d'empowerment. Et donc, on s'est réunis sur des réflexions conceptuelles ensemble qui faisaient avancer la recherche. Donc, tisser des liens qui sont des pas de côté aussi par rapport au projet, par rapport à la mise en place de l'intervention, des inclusions, etc. Et ça nous a vraiment permis de créer une horizontalité et d'essayer de rétablir cette division des tâches. Alors, évidemment, dans les espaces communs, il y a des espaces communs qui ont lieu au cours du projet et puis lors de la valorisation, par exemple, avec des présentations à deux voix. Donc, ce que je conseillerais nous, ce qu'on a essayé de faire, mais ce que je conseillerais pour la suite, c'est vraiment de prendre en compte les positions hiérarchisées dans l'espace social de toutes les personnes impliquées dans les projets de recherche participative. Ça demande un vrai effort de réflexivité, une vraie attention aux autres, aux différences et aux inégalités sociales et raciales, mais c'est extrêmement important et je pense que ça doit faire l'objet de réflexions communes entre les différentes parties prenantes avant même de déposer le projet, dès lors qu'il y a une collaboration. Quatrième défi, alors là, beaucoup plus classique, auquel j'imagine que certaines d'entre vous ont déjà été concentrés, les inégalités épistémiques, c'est-à-dire prendre en compte la diversité des savoirs, savoir expérientiel, savoir académique, savoir professionnel, dans l'interprétation des données. Alors, pour ça, nous, on a mis en place des réunions mensuelles qui associaient des chercheurs et des associatifs et qui visaient à présenter puis discuter les analyses préliminaires. Donc, c'était un temps d'échange très précieux, mais clairement, c'est un temps d'échange qui peut aussi devenir un espace de reproduction d'inégalités épistémiques et des inégalités qui vont se manifester dans l'accès et dans la reconnaissance et la production des savoirs. Et ça, pour être des espaces de co-construction du savoir, ça requiert une attention là encore particulière notamment aux terminologies qu'on emploie, à la compréhension de toutes et tous, de tous les termes, à la distribution aussi de la parole et à l'écoute. Ça peut paraître très classique de le dire, mais je pense que d'une part, la répétition est pédagogique et ensuite, je pense que dans tous les espaces communs, il faut vraiment veiller à cette distribution de la parole et à l'écoute. L'autre formule un peu plus innovante, j'allais dire, qu'on a mise en place
pour essayer de réduire ces inégalités épistémiques, c'est ce qu'on a appelé un séminaire d'analyse au vert, qui est un séminaire qui rassemblait chercheurs et associatifs pendant une semaine en immersion dans un lieu neutre et qui a permis de partager, de discuter les résultats de la recherche, de procéder à des relectures, par exemple croisées de résumés pour une conférence, de définir collectivement un plan et un support de restitution. Et en fait, de partager quotidiennement non seulement des espaces scientifiques, des espaces de discussion, mais aussi des espaces informels. Ça a vraiment permis des échanges et d'instaurer des relations plus justes entre les différents types de savoirs et entre les personnes aussi qui détiennent ces savoirs. Donc, évidemment, l'idée, c'est de décloisonner, de créer des espaces-temps adéquats. Alors, évidemment, le séminaire d'analyse au vert, je vous en parle de façon très simple ici, mais c'est très coûteux en termes de temps et aussi d'argent. Mais pour le coup, c'est vraiment une expérience très forte, très productive et qui peut être budgétisée en amont dans les projets de recherche participative. Alors, quelles sont rapidement les leçons apprises de ce projet? Je vous en ai listé quelques-unes ici qui sont finalement assez classiques. Faire de la diversité une opportunité, nous, ça a été un peu notre slogan. Et l'idée, c'est de pouvoir, à chaque étape du projet, toujours prendre en compte la diversité des savoirs, diversité des expériences, etc. De bien formaliser les rôles et les limites de chaque partie prenante dès le début du projet. De définir évidemment des lignes directrices, des règles, une feuille de route. De prendre le temps. Il y a vraiment un enjeu là-dessus, vous le savez. Ce qu'on a pu constater, c'est évidemment que la démarche participative et la co-construction qui est nécessaire, c'est un choix, certes, mais c'est aussi une démarche, c'est aussi des attitudes, des savoir-être, des savoir-faire, et c'est une méthode de travail. Et ce qu'on a appris aussi tout au long de ce projet, évidemment, c'est à chacune de mettre de l'eau dans son vin. Je vous ai récapitulé là juste quelques ingrédients de la co-construction qu'on a identifiés dans Makassi, avec qui résume un peu ce que je vous ai dit jusqu'à présent, donc je passe vite là-dessus. On a identifié quelques points de vigilance, liste absolument pas exhaustive ici, mais j'en ai parlé, la nécessité de discuter collectivement au début du projet du rapport de chaque partie prenante à l'objet de recherche. Je dis que je l'ai mentionné, mais très rapidement. En fait, l'idée, je pense que c'est d'identifier les questions, les enjeux sensibles qui sont liés au sujet traité et d'ouvrir la possibilité d'expliciter la diversité des points de vue parmi les parties prenantes. Nous, on travaillait sur des sujets sensibles. Les personnes originaires d'Afrique subsaharienne sont une catégorie épidémiologique dans le contexte du VIH, qui est une catégorie à risque de VIH. Et il a fallu absolument discuter de ce que ça signifiait et de bien mentionner que c'était là purement une catégorie épidémiologique qui est très homogénéisante et qui ne dit rien de l'expérience vécue. Mais très important donc de vraiment comprendre le rapport, d'interroger le rapport de chaque partie prenante à l'objet de recherche et voir de chaque personne. Et ensuite, autre point de vigilance, de définir précisément en amont les rôles de chacune des parties prenantes et le degré de participation. Donc, définir des règles du jeu, identifier des personnes ressources participation. Ça peut être aussi l'idée d'avoir quelqu'un qui est très attentif tout au long du projet à ces enjeux d'inégalité, de participation, etc. Alors, quelques leçons apprises ici sur l'idée de recherche participative dans le domaine de la prévention auprès de publics en situation de précarité. Alors, ce qu'on a constaté globalement, c'est que, en fait, travailler dans le domaine de la prévention d'une part, et qui plus est avec des personnes en situation de précarité, ça exacerbe, je crois, certaines difficultés qu'on rencontre dans la recherche participative dans tous les domaines, prévention, prise en charge et autres. Et il y a vraiment l'idée que les difficultés sont souvent les mêmes, mais qu'elles sont particulièrement exacerbées dans ce contexte prévention-précarité. Par exemple, la difficulté de fédérer, de mobiliser des personnes non malades qui sont exposées à des risques et dont les priorités quotidiennes sont loin de la recherche puisqu'elles vivent dans des situations de précarité. On a là une situation qui catalyse certains enjeux. Et donc là-dessus, vous l'aurez compris, je ne vais pas me répéter, je vous ai mis là sur cette slide les quelques leçons que nous avons tirées. J'en ai déjà parlé, donc je ne reviens pas là-dessus, juste sur le point
quelque chose qui nous a paru vraiment important, c'était d'ajuster tout le temps la participation aux contraintes de vie des personnes concernées. C'est-à-dire que vous aurez compris que dans notre projet, il y a à la fois la participation des associatifs en tant qu'appartenant à une association et rémunérés par l'association, et puis il y a ce groupe de pairs qui sont des bénévoles qui sont juste indemnisés. Et donc évidemment, on ne peut pas attendre la même chose de ces deux types de populations, de groupes. Et ça, c'est vraiment important, évidemment, d'ajuster toujours nos exigences, nos demandes, nos besoins par rapport à cette diversité-là. Alors, enfin, je terminerai là-dessus. Quel dialogue on pourrait instaurer entre le VIH et le cancer sur la question des recherches participatives? J'ai commencé cette présentation en vous rappelant combien la lutte contre le VIH avait été précurseur dans les recherches participatives. Je pense que si on veut instaurer un dialogue entre le VIH et le cancer, là-dessus, il faut avant tout prendre en compte des spécificités liées au VIH, des spécificités donc historiques que j'ai rappelées en introduction, peut-être des spécificités aussi contextuelles qui sont à prendre en compte, hein, une histoire très longue de l'engagement des personnes concernées, des mobilisations communautaires très fortes, une épidémie qui est concentrée sur certaines populations, des populations qui sont particulièrement minorisées, c'est-à-dire qui sont sujettes à des discriminations, qui se retrouvent dans des situations minorisantes, des situations sociales minorisantes, par exemple, et puis le stigma et la honte associés au VIH, et qui plus est avec l'enjeu de la transmission sexuelle du VIH. Donc là, des spécificités évidemment très liées à la pathologie et qui sont très différentes, évidemment, des cancers. Pour un dialogue entre VIH et cancer, il va falloir évidemment interroger aussi les spécificités contextuelles des cancers, mais ça, pour le coup, je pense que vous les connaissez mieux que moi. Alors, quelques apports des recherches participatives dans le champ du VIH. J'ai essayé là, ici, à partir de ce que je viens de vous présenter, de voir qu'est-ce qui finalement, quels étaient les leviers qu'on a rencontrés dans le champ du VIH dans le cadre de cette recherche, de ce projet de recherche interventionnelle et participative Makassi. Et j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait en tirer et qui pourrait peut-être permettre d'opérer des passerelles avec le champ du cancer. Alors, avant tout, on a une structuration associative dans le contexte du VIH qui est très forte, qui est ancienne. Et vous l'aurez compris à travers l'exemple que je vous ai donné, que ça nous a vraiment permis d'impliquer que les associatifs soient des parties prenantes à part entière. Donc, ce ne sont pas des sujets de recherche, mais ce sont bien des acteurs de la recherche. On a dans le VIH aussi une approche intersectorielle, c'est-à-dire on travaille avec différents milieux, et ça depuis près de 40 ans. Et ça, c'est vraiment le fait de mélanger professionnels de santé, personnes concernées, chercheurs, mais aussi des politiques, permet évidemment constitue en fait un environnement favorable à la recherche participative. Il y a une culture du collectif qui me paraît très importante dans le VIH et qui nous aide, en fait, on s'appuie sur cette culture du collectif pour mettre en place des recherches participatives. Et ça, c'est vraiment un levier très fort et ça constitue vraiment un environnement favorable, en fait, aux recherches participatives. On a l'émergence de référents recherche communautaires dans des associations de lutte contre le VIH à l'heure actuelle, ce qui est évidemment aussi un enjeu important. On a énormément dans le VIH de démarches d'aller vers les publics concernés, développer des interventions hors les murs, ce qui me semble tout à fait important dans le domaine de la prévention, notamment, mais pas seulement. On a également une prise en compte des personnes les plus vulnérables. Depuis le début de l'épidémie, donc depuis le début des années 80, il y a cette attention et cette solidarité vis-à-vis de ces personnes-là qui ont été incluses dans la lutte contre le sida, alors soit en tant que militantes, mais aussi plus tard, ça a pu permettre l'émergence de projets de recherche participative. Enfin, un élément qui me semble important, que vous connaissez sans doute, c'est le fait que les recherches participatives dans le VIH s'appuient en tout cas sur une approche de santé positive. C'est-à-dire, cette approche, elle vise à améliorer la dignité et la qualité des personnes concernées. C'est une approche globale de la santé et qui tient compte des droits sexuels et des droits humains. Et ça,
clairement, ça permet aussi, je pense que c'est aussi quelque chose, une approche qui constitue un contexte favorable à l'émergence, à la construction, à la mise en œuvre des recherches participatives. Alors, quelle passerelle à opérer avec les recherches participatives en prévention des cancers? Je ne vous cache pas que c'est la question que j'ai envie de vous poser à vous, puisque vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout une spécialiste de la prévention des cancers. Donc, je serais très curieuse d'avoir vos retours, de savoir quel lien vous pouvez faire avec vos expériences de recherche. Alors, peut-être juste, si je vois qu'il est 12h presque 50, donc je vais directement aller au point de discussion. Ce que j'avais envie de discuter avec vous, alors dans le cadre d'un webinaire, c'est toujours limité, mais je me demandais si on pouvait identifier des défis communs au VIH et cancer pour mettre en place des recherches participatives. J'en ai énuméré énormément dans ma présentation, je crois. Mais du coup, je m'interroge aussi sur les défis spécifiques aux recherches participatives en prévention des cancers. Quels sont-ils? Je pense que si on veut faire dialoguer VIH et cancer, il faut s'interroger sur les défis spécifiques pour chacune des pathologies. Ensuite, quels enseignements sont à tirer des recherches participatives dans le VIH, mais aussi quels enseignements, à l'inverse, sont à tirer des recherches participatives dans le cancer? Parce que si on parle de dialogue, ça va bien dans les deux sens. Et enfin, voilà la question que je vous pose, quel lien avec vos expériences de recherche participative en prévention des cancers à partir de tout ce que je vous ai dit ici? Voilà, donc je suis allée un petit peu vite, j'en suis navrée, mais je vous remercie de votre attention et je vous écoute si vous avez des questions et surtout des points de discussion, des réponses aux points de discussion que j'ai mentionnés. Merci infiniment, Séverine. C'était passionnant et c'était exactement ce qu'on avait en tête dans Concept, hein, c'était de voir comment on pouvait s'inspirer des autres domaines qui sont pionniers dans la recherche participative. Pour la recherche participative, dans notre cas spécifique, qui est la prévention primaire des cancers, mais qui se base sur les mêmes méthodes, sur les mêmes définitions, mais qui est sur des populations différentes. Et donc, du coup, là, tu as quand même bien énuméré les défis, les stratégies communes. J'espère que du coup, on va pouvoir un petit peu dialoguer avec les participants parce qu'on a des participants très variés. On a des patients, des citoyens, des chercheurs, des partenaires, des projets. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, lever la main. On peut vous donner la parole normalement. Je peux vous donner le micro. Donc, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez lever la main. Et si vous préférez le faire par écrit, vous pouvez le faire par écrit. N'hésitez pas. Et peut-être en attendant que quelqu'un se motive à prendre la parole, une idée de ta discussion, Séverine, là, sur les défis communs ou spécifiques. En tout cas, le défi qu'on a eu sur la prévention primaire, c'est le recrutement. Parce que le recrutement, dans notre domaine, qui est la prévention primaire des cancers, c'est les personnes qui ne sont pas encore malades. C'est les patients, c'est les citoyens, c'est tout le monde. Ça peut être des patients qui ont déjà été malades mais qui vont avoir un second cancer, ou ça peut être des personnes qui n'ont jamais été malades. Donc, monsieur et madame, tout le monde. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on recrute des personnes qui ne sont pas concernées encore ou qui ne se sentent pas concernées? Et du coup, ça a été un grand questionnement qu'on a eu dans le groupe GMX de savoir, voilà, comment recruter ces personnes-là, quels sont leurs savoirs expérientiels, quelle est la spécificité, au-delà de toutes les questions qui sont communes, hein, comme tu as dit, la question commune de développer un cadre de travail, donc avec Chloé Moulin qui est présente aussi, qui coordonne le projet Diadème. On a essayé de mettre en place un cadre commun à la recherche participative pour que ça se fonctionne bien. Donc, un plan d'action, une feuille de route, une charte d'engagement mutuel. Il faut prendre le temps d'interconnaissance. Il y a beaucoup de temps juste pour que ça puisse bien fonctionner. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. N'hésitez pas, hein, je vais vous donner la parole facilement. Ah, on a une question qui est arrivée dans le Q&R. Tant que ça charge. Ah ben Julien, merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que le recours à un tiers veilleur, sauf inattention de ma part, ce type d'acteur n'a pas été cité, aurait pu, selon vous, permettre de contourner certaines des difficultés et des défis évoqués? Très bonne question, notamment, nous, on a aussi mis un tiers veilleur dans notre projet Diadème.
Alors, qu'est-ce que tu en penses, Séverine? Alors oui, effectivement, nous, la notion de tiers veilleur, alors moi, je l'ai connue en arrivant dans le champ du cancer, pour ne rien vous cacher. Nous, on n'avait pas du tout ce tiers veilleur. J'ai parlé tout à l'heure de personnes référentes participation. Et en fait, nous, on n'a pas vraiment désigné une personne, mais on était finalement deux personnes à s'être un peu plus investies sur sur ces questions-là. Et en réponse à un besoin évidemment crucial d'avoir cette attention très forte à ces enjeux-là. Et évidemment, un tiers veilleur, j'ose espérer, aurait pu nous alerter beaucoup plus tôt sur certains enjeux. Peut-être aussi que on peut mettre ici en cause aussi quand on a commencé cette recherche, on n'était pas des experts en recherche participative. Et on s'est évidemment entouré d'experts, mais néanmoins, on a fait face à des enjeux où après on s'est dit, mais c'était évident, il aurait fallu qu'on y pense avant. Néanmoins, on n'y a pas pensé avant. Effectivement, un tiers veilleur, mais un tiers veilleur bien formé aux enjeux des inégalités sociales, raciales, économiques, etc., nous aurait été évidemment très utile. Je pense que d'avoir ce référent participation, que ce soit le terme de tiers veilleur ou autre, je pense que vraiment ça peut effectivement aider, si tant est qu'il soit très alerte et qu'il pose les bonnes questions. Parce que l'enjeu du recrutement, ce que tu as dit, Pauline, tout à l'heure, comment recruter, évidemment prendre le temps, mais c'est aussi se poser les bonnes questions. Et je pense que vraiment, dans le domaine de la prévention, tu as mentionné, et je l'ai mentionné aussi, cette difficulté de comment mobiliser des gens qui ne sont pas malades, qui sont peut-être à risque d'eux, c'est vraiment de questionner le rapport des personnes au sujet, à la maladie. Et nous, dans le groupe de pairs, il y avait des personnes qui étaient infectées par le VIH et donc extrêmement concernées et qui ont voulu justement prendre à bras le corps ce combat-là pour protéger leurs compatriotes. Et ça, ce rapport à la maladie, et évidemment cette expérience de la maladie, a été une vraie force. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre intervention? N'hésitez pas, hein, vous pouvez lever la main ou le faire par écrit pour parler de vos projets à vous, comment ça résonne avec les projets que vous menez ou des questions que ça vous soulève. C'est vrai que dans les projets qu'on... Ah, super, il y a une autre question qui arrive. Merci, c'est Julien. Merci pour cette première réponse. Est-ce que certaines des personnes concernées ont participé à d'autres projets? Ah, c'est une excellente question parce que j'avais fait une slide que j'ai passée, mais sur la question de la durabilité, de la pérennité de ces démarches-là. Alors, ça a été un enjeu très fort, notamment pour les acteurs associatifs, puisque les associations avec lesquelles on travaillait, elles sont tout le temps dans comme nous, hein, chercheurs, mais elles sont tout le temps dans des réponses à des appels à projets et elles ont développé des capacités de recherche participative qu'elles ont essayé de mettre à contribution par la suite. Alors, dans différents projets, pas nécessairement de recherche, mais en tout cas, je pense qu'elles ont toujours dit que ce projet visait à empowerer, améliorer les capacités des publics cibles, mais que ça, en premier lieu, ça avait sans doute amélioré leurs propres capacités. Et nous, on s'est dit pareil en tant que chercheurs. Et en fait, je pense que, là, dans les deux associations, qui sont des associations assez solides, hein, elles sont impliquées elles sont très sollicitées en fait maintenant, et notamment l'association Afrique Avenir est effectivement impliquée dans un gros projet de recherche participative financé par la NRS et qui vient de commencer et en lien évidemment avec dans la suite du projet Makassi où finalement maintenant ils ont développé des expériences qui sont très sollicitées et qui sont effectivement mises en œuvre dans certains projets, pas que de recherche participative, mais aussi. Je peux rebondir sur cette réponse-là. Nous, dans les projets concept, les personnes qu'on recrute dans les groupes ou dans les projets, souvent, c'est via la participation de citoyens ou de patients à des projets avec d'autres chercheurs ou à d'autres projets. Et par exemple, là, dans les participants, on a Myriam qui est tiers veilleur pour le projet Diadème et qui est citoyenne et qui est co-chercheur, et citoyenne et patiente, et qui est co-chercheur dans le projet GEMMix. Donc voilà, c'est la participation à un projet qui a permis de faire boule de neige pour les autres projets. J'ai l'impression qu'on a une autre question qui est arrivée. Est-ce que parmi les participants, il y avait autant de femmes que d'hommes? Demande Carole.
parmi les participants, donc les personnes incluses dans la recherche, plus d'hommes que de femmes, sans surprise, puisque on s'adressait à une population dans des espaces publics. Or, vous n'êtes pas sans savoir que les espaces publics sont largement dominés par les hommes et qui plus est, on s'adresse aussi à une population exposée au risque VIH, mais on avait un biais de recrutement direct du fait de recruter dans la rue, en fait. Attends pour une dernière question. Si quelqu'un a un retour. Et en tout cas, de ta présentation, Séverine, hein, je vois beaucoup de ponts en termes de méthodologie. Le fait de bien cadrer le projet en termes de participatif, le fait d'avoir un référent, le fait d'organiser, d'aller vers et le fait d'être en pluridisciplinarité avec des valeurs communes. Ça, c'est très commun. Le côté recrutement aussi. On en discutait avec Chloé juste avant, comment on fait un plan de recrutement, comment est-ce qu'on recrute, qu'est-ce qui marche le mieux. Et après, de toute façon, les méthodes de recherche participative sont communes, hein. C'est quel est le niveau d'implication, à quelle étape du projet. Ce qui varie, c'est justement ça. Quel est le niveau d'implication et à quelles étapes. Et ce qu'on a proposé au départ ne peut pas forcément être bon tout le temps. Des fois, l'implication va être trop forte, plus faible. Ça va dépendre du projet, des participants et de l'évolution. Je vois vraiment ça en commun, en tout cas, dans tout ce que tu nous as présenté. Même si, évidemment, il y a des spécificités qui sont liées à la population, à l'histoire, au contexte, et notamment c'est le côté communautaire, le côté voilà, d'empowerment qui peut varier en fonction des projets. Je ne sais pas si tu as d'autres retours, Séverine, que tu voulais partager. Non, 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 je pense que c'était un peu l'essentiel. C'est vrai que, en fait, j'ai l'impression, quand j'ai repensé cette présentation, je me suis dit, mais c'est d'une banalité sans nom ce que je vais raconter, parce que finalement, je vous montre quasi que des défis communs. Mais parce que je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de défis communs. Mais je crois vraiment surtout, parmi les défis communs, au-delà des méthodes, je pense aussi, il faut vraiment insister sur le fait que la recherche participative, elle exige vraiment aussi des savoir-être important. Et cette question, alors on a parlé de tiers veilleur, mais moi je trouve aussi que c'est une démarche réflexive qu'elle exige en fait, et cette démarche réflexive, nous on a choisi de la mettre en place au cours du projet et de faire une vraie analyse réflexive. Et je pense vraiment que finalement c'est un peu une condition indispensable pour assurer une recherche participative équitable en fait. Voilà. Après, sur les points communs, il y a quand même un gros enjeu sur la question de la recherche participative dans le contexte de précarisation de la recherche, précarisation aussi des associations. Et ça, à mon sens, on y est tous confrontés. Je dois dire que nous, on a pas mal de questions autour de comment faire de la recherche participative. Alors, les publics précaires, c'est une chose, mais aussi en contexte de précarisation de la recherche et des associatifs où on sait que tout le monde c'est sur des contrats courts et ça s'accorde, la temporalité de la recherche participative s'accorde très très mal avec les conditions actuelles en fait. Et ça, je pense qu'on a un vrai défi à réfléchir là-dessus, avec la question de la pérennité qui a été soulevée par Julien, si j'ai bien compris. Tout à fait, et de l'évaluation aussi. On a peu parlé, mais est-ce que vous avez utilisé un outil spécifique d'évaluation, par exemple le questionnaire PPEET ou un autre? Enfin, voilà, souvent il y a des évaluations soit d'impact, soit de process. Est-ce que vous avez mis ça en place pour ce projet-là? Non, on n'a pas mis de démarche, on n'a pas mis d'outils évaluatifs de la démarche participative. Et c'était parce que vous n'aviez pas forcément eu le temps, ni l'argent, ou Non, c'était parce que pas pensé comme ça? Ouais, non, c'était pas dans les objectifs du projet. On avait un gros challenge sur l'intervention, sur la recherche interventionnelle elle-même, avec une évaluation d'impact de notre intervention sur la réduction de l'exposition au risque sexuel des personnes immigrées. Donc, il y avait un gros challenge là-dessus. Du coup, je pense qu'on a un peu choisi les challenges aussi. Et puis, je pense aussi qu'on a minimisé à la base l'importance de cette attention portée à la démarche participative, en fait.
En tout cas, c'est passionnant, Séverine, parce qu'on voit vraiment bien le lien entre les projets qu'on peut faire là au sein de Concept et puis ailleurs, qui ne sont pas du coup sur le VIH, mais la prévention primaire des cancers. Et on a voilà, on a des questionnements qui sont vraiment communs. Donc, c'était passionnant de voir tous tes conseils. Et du coup, c'était pas du tout comment dire, je perds le mot, mais c'était pas banal, quoi. C'est important comment dire, de documenter. Parce que finalement, quand on essaye de regarder comment fonctionnent les boîtes noires de recherche participative, c'est assez peu documenté, expliqué, Absolument. publié parce qu'on n'a pas forcément le temps ou l'argent de prendre ce temps-là. Et c'est ce qu'on essaye notamment de faire au sein de Concept. Mais voilà, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément documenté. Et là, du coup, tu l'as très bien fait dans la présentation. Donc, c'était très riche pour nous. Bon, bah, tant Et mieux. Mais il y a si on n'a pas une d'autres réelle difficulté de questions, publier vas-y, là-dessus, Séverine. hein. Pardon. Oui, vas-y. Non, non, je crois qu'il y a vraiment une réelle difficulté de publier sur ces sujets-là. C'est Oui, difficile de trouver les bonnes revues, en fait. Alors là-dessus, il y a un excellent numéro spécial de la revue de santé publique qui date de 2023, qui est vraiment sur les défis de mise en œuvre de la tout à recherche fait. participative, mais j'imagine que tout le monde le connaît par cœur. Exactement. Exactement. Puis on a soumis là aussi à une autre une review aussi de santé publique suite à la conférence qui a eu lieu avec santé SSP, SSS. Oh, voilà, excusez-moi, j'arrivais plus à retrouver le nom. Donc il y a d'autres articles qui vont arriver bientôt dans cette thématique-là, mais c'est très compliqué sinon de trouver des journaux qui publient. Absolument. En effet. Eh ben, on te remercie encore infiniment de la part de tout le réseau Concept, Séverine, pour ton temps et surtout pour l'effort d'avoir essayé de faire dialoguer prévention primaire et prévention primaire des cancers et VIH pour la recherche participative. Ça pourra donner des idées, voilà, à tous nos co-chercheurs et intervenants sur ça. On remercie tous les intervenants et les participants qui étaient ici aujourd'hui. Et puis, on espère vous retrouver au prochain Meet and Share de juin et de juillet. N'hésitez pas à nous suivre du coup sur LinkedIn et sur YouTube pour voir les replays. On vous remercie infiniment et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Séverine.